Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et notre ami Max Blumenthal est avec nous. Bienvenue Max. Ravi de te voir, Nima. Max, commençons par la dernière fois où nous avons parlé de Charlie Kirk. Et depuis, de nombreuses théories du complot ont émergé. Mais la question principale concerne le cas d'Israël. La lettre que Charlie Kirk a écrite à Israël il y a 2 jours, il y avait un article dans le New York Post disant que dans cette lettre, il exprimait son profond amour pour Israël. Et hier, Candace Owens, lors de son podcast, a remis en question TPUSA sur la véritable position de Charlie Kirk à propos d'Israël. Voici ce qu'elle a dit avant que nous passions à ta chronique. Merci. Je veux que les dirigeants de Turning Point USA publient une déclaration très claire disant que je mens si cela n'est pas vrai. Environ 48 heures avant la mort de Charlie Kirk, Charlie a informé des personnes chez Turning Point, ainsi que des donateurs juifs et un rabbin, qu'il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner complètement la cause pro-israélienne. D'accord, Charlie en avait fini. Il a dit explicitement qu'il refusait de se laisser intimider davantage par les donateurs juifs. Pouvez-vous répondre? A-t-il exprimé cela? A-t-il aussi dit qu'il voulait me faire revenir moi, Candace Owens, parce qu'il voulait s'affirmer? Et ensuite, est-ce qu'il a, 48 heures plus tard, par hasard, reçu une balle dans la gorge juste avant que notre réunion sur scène puisse avoir lieu? C'est oui ou non? D'accord, arrêtons de fuir, arrêtons d'esquiver. Je veux entendre Turning Point USA dire que je mens à ce sujet. Je veux que vous disiez non, non. Oui, tu comprends comment elle est. Mais comment vois-tu toute la situation avec Charlie Kirk et Israël, Max? Je veux dire, c'est un débat plus large sur le public américain et Israël, et l'effondrement total du soutien américain. Donc, il y a eu cette lettre que Netanyahou a d'abord présentée lorsqu'il voulait revendiquer l'héritage de Charlie Kirk. Mais il n'a pas publié la lettre complète. Il s'est contenté de dire « Charlie m'a envoyé une lettre » et elle exprime son amour pour Israël. Et je l'ai invité à venir en Israël 2 semaines avant sa mort. Netanyahou n'a pas précisé si Charlie Kirk avait accepté de venir en Israël. Il n'a pas expliqué ce que contenait la lettre. Donc Candace Owens exige qu'il publie la lettre complète. Et moi aussi je l'ai demandé dans l'émission de Matt Gaetz, l'ami de Charlie Kirk, qui est lui aussi très mal à l'aise avec cette relation spéciale dans laquelle Israël domine les affaires américaines dans la région et en gros dicte sa loi au président et au Congrès. C'est un ancien membre du Congrès. Donc, peu de temps après cela, Netanyahou, ou quelqu'un de proche de Netanyahou, publie cette lettre. C'était manifestement un exercice de gestion de crise. La lettre est une reproduction numérique de quelque chose. Elle n'est pas datée. Et ce qu'elle contient est plus complexe que la façon dont certains ont tenté, délibérément ou non, de la présenter, pour faire passer Charlie Kirk pour un fervent, inconditionnel, indéfectible soutien d'Israël. Par exemple, Bill Ackman a promu cette lettre, tout comme le New York Post. Bill Ackman, le milliardaire proche de Netanyahou, que j'ai révélé avoir organisé ce sommet secret d'influenceurs pro-Israël avec Charlie Kirk en août dernier. Il tenait donc à montrer que Charlie Kirk soutenait Israël. Il en va de même pour le New York Post, qui sert de relais à la machine de propagande de Netanyahou. Mais si l'on regarde la lettre, son contenu est bien plus complexe. Je veux dire, on voit bien que Charlie Kirk ne comprend pas la position dans laquelle il se trouve en tant que sous-traitant israélien. Et il demande à Netanyahou et à Israël de faire le travail de propagande israélienne aux États-Unis, au lieu de le sous-traiter à tous ces gentils très influents. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. L'autre point, c'est que la lettre aurait été datée de mai. Et on a presque l'impression que cela remonte à des années-lumière de l'endroit où Charlie Kirk s'est retrouvé en août,
après ce sommet d'influenceurs très inconfortable où il s'est fait hurler dessus par une fanatique sioniste, une avocate britannique nommée Natasha Hausdorff. Et en gros, si vous regardez la chronologie, la lettre sort en mai. Il exhorte également Netanyahou à défendre lui-même la guerre contre l'Iran et affirme que l'opinion publique américaine est opposée à la guerre et qu'il ne veut pas être un lobbyiste pour une guerre menée pour un autre pays dans cette lettre. La guerre éclate en juin. Charlie Kirk est à la Maison-Blanche pour faire pression contre la guerre. C'est un fait. J'ai été le premier à le rapporter. Et ensuite, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a corroboré ce que j'ai rapporté, tout comme Tucker Carlson. Puis en juillet, lors du Student Action Summit de TPUSA en Floride, Tucker Carlson s'en prend à Bill Ackman. Tout le monde, de lui à Megyn Kelly, en passant par Rob Schneider, le comédien, qualifie Jeffrey Epstein d'agent du Mossad et affirme que le président doit dire la vérité au public, ce qui a mis Trump très mal à l'aise, ainsi qu'Israël. Et ils ont ce débat sur le génocide à Gaza avec le comique Dave Smith, un juif antisioniste, sur scène. On n'est pas censé débattre de cela. Donc Charlie Kirk, il ne fait plus que ses donateurs attendent de lui. Ses donateurs veulent une loyauté totale envers Israël. Et ils veulent que les gentils influents défendent l'État juif autoproclamé aux États-Unis. Il ne le fait plus. Puis, lors du sommet des influenceurs en août, le lendemain de ce sommet, il va dans l'émission de l'ancienne animatrice de Fox News, Megyn Kelly, et se plaint des parties prenantes et des bailleurs de fonds qui le dirigent. Et il déclare « J'ai moins de liberté pour critiquer Israël que les Israéliens eux-mêmes ». Il est donc très clair qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé entre août et mai avec Charlie Kirk. Et puis, comme je l'ai rapporté, il a perdu l'un de ses plus grands, si ce n'est son tout premier donateur, un mois plus tard, juste avant sa mort, Robert Shillman, qui n'est pas seulement un milliardaire pro-Likoud, anti-palestinien aux États-Unis. C'est aussi un activiste anti-islam. Il finance Tommy Robinson pour mener une guerre raciale au Royaume-Uni. Il finance Laura Loomer. Il a financé Laura Loomer. Il a financé Geert Wilders, le politicien néerlandais qui veut interdire le Coran. C'est une figure extrême. Et en fait, selon mes sources, et je n'ai rien entendu de la part de Robert Shillman, il a exigé qu'une plaque qui devait être installée dans le siège de Tepouza à Phoenix ne soit pas posée à son nom, et il a retiré son argent. Je veux dire, on parle ici de plus de 6 millions de dollars qu'il aurait prétendument versés. Et à la fin, comme je l'ai également révélé, il y avait ces appels Zoom auxquels Charlie Kirk devait participer en permanence, où il rencontrait un consortium d'une dizaine de représentants de Netanyahou aux États-Unis. L'un d'eux était Sean McGuire de Sequoia Capital, qui, je pense, a aidé à coordonner la visite d'Elon en Israël, un sioniste fanatique, qui a déclaré que Zoran Mandani venait d'une culture de la tromperie. Joshua Hammer, de Newsweek, c'est un rédacteur en chef qui, le 8 octobre 2023, a appelé à raser Gaza et en faire un stade de football. Et Bill Ackman. Il y avait aussi ce rabbin, un rabbin américain, qui vit maintenant dans une colonie israélienne, Pesach Woliki, qui était en quelque sorte le référent israélien personnel de Charlie Kirk et qui disait lui parler presque tous les jours. Charlie Kirk résistait et ils essayaient de mettre en place un groupe WhatsApp pour pouvoir, au lieu de lui parler quotidiennement, lui parler minute après minute afin de lui dire quoi dire lors de sa prochaine tournée. Ils étaient vraiment inquiets à propos de cette tournée, car ses proches de Netanyahou pensaient que Charlie Kirk serait assailli par des étudiants conservateurs, qui lui poseraient des questions embarrassantes sur la relation entre les États-Unis et Israël. Et il voulait qu'il défende Israël, mais il ne pensait pas qu'il allait le faire.
Donc, Netanyahou ne pouvait pas prétendre de manière crédible à l'héritage de Charlie Kirk alors qu'il était en train d'évoluer. Et d'après ce que j'ai compris, sur la base de ce que Candace a dit publiquement, elle avait des discussions avec Charlie Kirk vers la fin à propos de sa transformation. J'espère qu'elle en dira plus, mais cette lettre était manifestement un exercice de gestion de crise. Et toute personne du camp antisioniste qui pense que cette lettre prouve que Charlie Kirk n'était qu'un fanatique pro-Israël ne comprend pas le véritable rôle qu'il jouait, ni ce que cela révèle sur le rôle plus large des opérateurs politiques qui dépendent essentiellement de cette classe de donateurs milliardaires sionistes aux États-Unis. Il joue le jeu de Netanyahou en faisant avancer son agenda. Et maintenant, je veux dire, combien de semaines se sont écoulées depuis cet assassinat? Nous avons tellement appris. Il reste encore de nombreuses questions sur l'assassinat lui-même, mais nous en avons appris bien plus sur la façon dont Netanyahou opère. Quand je parle de Netanyahou, c'est parce qu'il représente la mafia politique dominante en Israël, qui s'est particulièrement enracinée au sein du Parti républicain grâce à l'argent des Adelson, de la famille Marcus et de diverses autres sortes de mafias sionistes aux États-Unis. Ils sont totalement concentrés sur le Parti républicain et la base conservatrice. C'est pourquoi je parle de relais de Netanyahou. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à traiter avec la base du Parti démocrate, composée de progressistes, de jeunes progressistes. C'est fini pour eux. Dans tous les sondages, on constate un soutien à un chiffre pour Israël parmi les démocrates de cette tranche démographique. Mais chez les conservateurs, les républicains plus âgés de plus de 40 ans soutiennent encore massivement Israël. Mais si l'on regarde la tranche des moins de 35 ans, ce soutien diminue de plus en plus. Et le soutien à l'aide américaine à Israël s'effondre complètement. Et ce que l'on a réellement observé lors de la tournée que Charlie Kirk était censé effectuer, où divers invités ont pris sa place, comme Megyn Kelly elle-même, c'est qu'ils sont assaillis de questions sur Israël, des questions très pointues, portant sur des milliardaires sionistes comme Robert Shillman et Bill Ackman. On les interpelle nommément, et on leur demande s'ils pensent que nous entretenons une relation inappropriée avec Israël. Et Megyn Kelly ne peut pas répondre aux questions. Elle détourne le sujet. Et elle-même est attaquée par Israël parce qu'elle représente en quelque sorte une menace pour leur récit. Alors, que fait Netanyahou? Son gouvernement vient d'embaucher l'ancien directeur de campagne de Trump, il s'appelle Brad Parscale, pour la somme de 1,5 million de dollars par mois pendant les 4 prochains mois afin de recruter des influenceurs de la génération Z. Ils seront tous orientés vers le conservatisme, anti-woke, provocateurs sur les questions raciales, et ils vont manipuler l'algorithme de ChatGPT, travailler sur des mécanismes pour s'assurer que ChatGPT ne fournisse pas de réponses qui contredisent le récit israélien. Et concernant ces influenceurs, il y a une entreprise qui a été créée par Israël en Allemagne, un peu comme un tiers, pour acheminer de l'argent vers ces influenceurs aux États-Unis. Et selon le contrat, si on fait le calcul, certains influenceurs sont payés 7 000 $ par publication. Ce qui signifie qu'ils pourraient toucher environ 100 000 $ par mois. Je veux dire, je ne sais pas combien rapporte le dialogue, mais c'est très tentant, si on n'a pas d'âme, de simplement se vendre. Je veux dire, il y a une personne qui touche probablement des millions de dollars, il recrute des figures culturelles. Azealia Banks, cette rappeuse déchue qui fait beaucoup de bruit sur Twitter, X, va se produire en Israël le 7 octobre. Ils l'ont tout simplement achetée. Vous savez, ils ont remarqué qu'elle critiquait les Palestiniens. Alors, ils l'ont achetée. Je veux dire, je vous garantis qu'elle a touché des millions de dollars. Donc, ce ne sont pas les actions d'un pays qui a confiance en son récit et qui pense qu'il gagne la bataille de l'opinion publique.
Ce sont les convulsions de la mort. C'est en quelque sorte le râle d'agonie d'un complexe Hasbara valant plusieurs milliards de dollars. Et à Washington, D.C., où je me trouve, la ville est maintenant remplie de ces camions publicitaires affichant des images de personnes effrayées le 7 octobre et des atrocités du 7 octobre, dont beaucoup ont en réalité été commises par l'armée israélienne contre ses propres citoyens. Ils sont partout à D.C. Je veux dire, il y a des dizaines de ces camions. Qui paie pour ça? Donc, ils sont en train de perdre. Et Charlie Kirk a vraiment été l'un des symboles les plus clairs de la défaite de la propagande israélienne. C'est pourquoi ils essayent de retourner la situation et font autant de gestion de crise. Max, que se passe-t-il? Je pense que ce que tu as mentionné, c'est que l'opinion publique est extrêmement importante pour Israël. Quand on regarde le soutien dont bénéficie Israël de la part des Européens et des États-Unis, on constate que l'opinion publique en Europe est totalement opposée à ce qu'Israël fait à Gaza. Mais aux États-Unis, il me semble qu'ils avaient un certain espoir avec TEPUSA de pouvoir changer l'ambiance. Parce qu'on a eu un article dans le New York Times disant que 7 Américains sur 10 de moins de 30 ans sont contre l'aide économique et militaire à Israël. C'est cela qui préoccupe le plus le gouvernement israélien et l'administration Netanyahou. Et ils essayent de tout faire. C'est pourquoi je pense que le nouveau gars qui remplace en quelque sorte Charlie Kirk est totalement pro-Israël. Penses-tu qu'il croit vraiment pouvoir changer ou remodeler l'opinion publique des jeunes aux États-Unis? Ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a d'ailleurs aucun remplaçant pour Charlie Kirk. Il y avait ce type, Bryson Holyhand, qui s'était présenté comme le prochain Charlie Kirk, et TEPUSA vient de le désavouer. Quelqu'un payait pour qu'il se rende sur les campus en jet privé, comme le faisait Charlie Kirk, d'ailleurs. Pas vraiment le meilleur gestionnaire de l'argent des donateurs. Mais il n'existe aucun remplaçant pour Charlie Kirk. Nulle part. Il n'y en aura jamais. Et il se trouvait un peu à cheval entre la classe des donateurs qui finançaient son McMansion à Scottsdale, en Arizona, et les McMansions de tous ses amis qui profitaient de la combine TEPUSA, où aucun des fonds n'allait vraiment à des campagnes politiques réelles. L'argent était simplement redirigé vers différents sous-traitants et copains. C'était un peu comme une opération de télévangéliste. Et puis, ils organisaient ces événements remplis de tapage façon Super Bowl, avec des feux d'artifice tape à l'œil, mais je ne suis pas sûr de l'effet qu'ils avaient, à part établir une sorte de récit. Et le récit qu'ils mettaient en place évoluait à cause de la base conservatrice, pas sous la direction de Charlie Kirk. Et la base conservatrice rejetait de plus en plus ce qu'ils considéraient comme le Con Inc. ou Conservative Incorporated, cette version artificielle du conservatisme, pilotée par le Parti républicain, qui était, et j'ai dit artificielle, souvent financée par des milliardaires pro-Israël, mais présentée comme America First, et il la rejetait. Alors, où cela va-t-il maintenant? TEPUSA organise un autre de ces événements façon Super Bowl, appelé America Fest en décembre. Et l'orateur principal sera Tucker Carlson. Ils ne l'ont pas remplacé. Et Marjorie Taylor Greene, la principale critique d'Israël au Congrès aujourd'hui, est plus virulente qu'AOC et la plupart des membres du squad. Je veux dire, on n'entend même pas parler d'eux, ces membres de l'aile gauche progressiste du Parti démocrate. On les entend à peine sur ce sujet, en partie parce que Trump est président. Donc la friction se situe entre Marjorie Taylor Greene et Trump, qui a contribué à la faire émerger. Et cette friction sera présente sur scène à TEPUSA. Qu'a dit Tucker Carlson lors de la commémoration de Charlie Kirk? Il a dit, vous savez, il l'a comparé à Jésus-Christ, qui était un peu extrême. Puis il a ajouté que des gens qui étaient assis à manger du houmous n'aimaient pas ce que Jésus disait. Alors ils ont décidé de le tuer.
Je veux dire, qui est assis à manger du houmous aujourd'hui? Qui aurait tué Charlie Kirk? Je veux dire, c'était juste, je ne sais pas, Tyler Robinson, est-ce qu'il mangeait du houmous, genre du houmous sabra, dans son appartement avec son colocataire Furry? Est-ce que c'est ce que Tucker Carlson sous-entendait? Je ne pense pas. Donc Tucker franchit vraiment certaines lignes rouges pour le mouvement sioniste. Ils le détestent. Ils veulent vraiment faire taire Tucker Carlson. Et ils n'y arrivent pas. Donc ce genre de train continue d'avancer. Et c'est un train fantôme. TPUSA, c'est juste comme ce train fantôme, qui a des tonnes d'argent grâce à la figure et à l'image de Charlie Kirk. Et tout le monde se bat pour essayer de revendiquer son héritage. Mais en fin de compte, ce sont les jeunes conservateurs de moins de 35 ans qui vont déterminer la direction à prendre, car TPUSA ne peut pas continuer à lever des fonds de manière crédible sans remplir les sièges. Et en même temps, ils ne peuvent pas lever de l'argent sans satisfaire ces milliardaires pro-Israël. Alors, comment vont-ils résoudre cette contradiction? Je ne suis pas sûr qu'ils en soient capables. J'ai donc prédit que l'affrontement que nous avons vu lors de la Convention démocrate de 2024, où les démocrates ont dû empêcher un potentiel discours d'un orateur palestinien et bloquer des résolutions contre le génocide à Gaza, Kamala Harris a prononcé une rhétorique pathétique sur la souffrance des civils palestiniens, avant d'ajouter « Mais, Hamas a violé tout le monde le 7 octobre. Vous savez ce qui aliène encore davantage la base progressiste. Cela va se manifester de plus en plus lors de la Convention républicaine en 2028 et au-delà. Et il y a d'autres sujets pour eux, au-delà de Gaza ou d'Israël. Ce sont les guerres. Les jeunes conservateurs, comme les jeunes progressistes, ne soutiennent pas une guerre contre l'Iran, ni la guerre que Trump avait promis de terminer en Ukraine. Tout cela va se dérouler d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Et nous allons voir ces partis, comme le duopole bipartite, exposés comme un hologramme antidémocratique qui ne représente que la classe des donateurs. Vous avez parlé avec le président iranien lorsqu'il est venu à New York. Quelle était sa position? Qu'a-t-il dit à propos du conflit? Parce que comme nous le savons, les ravitailleurs aériens, les États-Unis, les ont déplacés vers l'Europe il y a 3 jours et ils sont maintenant arrivés à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Ils essayent de faire quelque chose, le même type de mouvement que nous avons observé lors du premier conflit direct entre l'Iran et Israël. Il semble qu'ils se préparent à agir. Et quelle était l'ambiance du côté iranien? Eh bien, juste un point rapide à ce sujet. Netanyahou a menacé l'Irak dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Beaucoup ont peut-être manqué cela. Il menaçait les forces de mobilisation populaire. Ainsi, toute mobilisation des États-Unis dans la région pour soutenir une frappe israélienne pourrait désormais aller au-delà de l'Iran. Netanyahou, je crois qu'il a brandi le panneau, son graphique sur la bénédiction et la malédiction s'étend profondément en Irak. Et c'est un problème pour les États-Unis, car les forces de mobilisation populaire ont au moins temporairement ou momentanément contribué à stabiliser l'Irak en s'intégrant à l'armée irakienne. Ce ne sont pas des milices. Et cela a empêché des opérations sur les bases américaines qui se trouvent juste là. Ainsi, Israël menace la stabilité dont les États-Unis ont au moins momentanément bénéficié. Le président iranien Massoud Pezeshkian est venu à New York avec un programme assez clair. Tenter une dernière fois d'empêcher le rétablissement automatique des sanctions, ce qui, bien sûr, a échoué. C'était déjà décidé. Les hypocrites de l'E3, les Européens, étaient déterminés à imposer cela quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas permettre que la guerre économique et hybride contre l'Iran prenne fin ou soit prolongée,
alors que les délégations russes et chinoises cherchaient simplement à prolonger le JCPOA de 6 mois supplémentaires. Ils ne pouvaient pas laisser cela se produire. Les Européens ont totalement suivi l'attaque israélienne non provoquée contre l'Iran en juin dernier. Mais l'Iran, et ce gouvernement en particulier, veulent utiliser tout leur pouvoir de négociation et envoyer un message aux parties de la population iranienne qui, je suppose, sont moins enclines politiquement à soutenir la République islamique. Qu'ils ont tout essayé, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et qu'ils ont en fait été trahis par leurs partenaires de négociation avant la prochaine phase de guerre. J'ai donc été invité avec un groupe de journalistes, d'analystes, de groupes de réflexion et de militants pour la paix à une réunion officielle en dehors de l'ONU avec Pezeshkian. Et son message était assez simple. La guerre, c'est certain. Ils attaqueront à nouveau l'Iran. Ce sont ses mots. Il a même évoqué le scénario de son propre assassinat ou d'une tentative contre sa vie. Il a été rapporté que Pezeshkian avait échappé de justesse à une tentative d'assassinat israélienne lors du dernier épisode. Il voulait faire passer le message que l'Iran est prêt à toutes les éventualités, y compris son propre assassinat. Ils ont préparé 5 à 6 coups d'avance. J'ai écouté avec une certaine appréhension, et je dirais même de l'horreur, votre interview plus tôt avec mon ami Mohammad Marandi, où il a dit à peu près la même chose, à savoir que l'Iran est prêt à le remplacer, lui aussi. Il s'agit de quelqu'un qui n'est même pas au gouvernement, qui n'est qu'un commentateur privé, mais il joue un rôle si important grâce à sa maîtrise des faits et de la langue anglaise dans les médias internationaux qu'il doit envisager qu'Israël pourrait également le cibler. Israël est tout simplement cette gigantesque machine d'assassinat qui a massacré tous les journalistes dans la bande de Gaza. Désormais, même les commentateurs privés en Iran doivent envisager qu'ils pourraient avoir une cible dans le dos. C'est pour cela que l'Iran se mobilise. Et Pezeshkian s'adressait également à nous, parce que nous avons un canal direct vers le public américain. Il y avait des représentants du magazine The American Conservative, ainsi que des figures de la gauche. Donc, il s'adressait essentiellement à la partie du public américain opposée à la guerre. L'une de ses principales critiques portait sur la notion de terrorisme, en particulier après l'attaque d'Israël contre le Qatar, où il a tenté d'éliminer toute l'équipe de négociation du Hamas afin de mettre un terme définitif aux négociations. Mais il a attaqué à l'intérieur d'un pays allié des États-Unis. L'attaque a touché un bâtiment situé dans un quartier densément peuplé de Doha. L'école venait de se terminer à ce moment-là. Et il a dit, « Comment se fait-il? Pourquoi sommes-nous qualifiés de terroristes alors qu'Israël mène non seulement une guerre sur 7 fronts et massacre des enfants à Gaza, mais attaque aussi à l'intérieur d'un pays allié des États-Unis, dans un quartier densément peuplé de civils, et mène des assassinats partout dans le monde. » C'est un sujet sur lequel il a passé beaucoup de temps et d'énergie, à se plaindre de la conception occidentale du terrorisme. Enfin, Pezeshkian a en quelque sorte sollicité des avis sur la manière dont les relations pourraient être améliorées entre les États-Unis et l'Iran, car il semble avoir renoncé à toute capacité d'influencer le président américain et son administration. Il a dit que Steve Witkoff, l'envoyé pour le Moyen-Orient, viendrait à Doha pour ses réunions et négociations. Et il a ajouté que quelqu'un aurait dû enregistrer cela, car il nous disait quelque chose de très positif sur tous les progrès que nous faisions en avançant vers un nouvel accord. Et puis, il retournait à Washington et formulait à notre égard des exigences belliqueuses qui donnaient l'impression qu'Israël lui avait soufflé ses propos. L'hypocrisie était si stupéfiante qu'il ne croit plus possible de collaborer avec les Américains. Ma question à Pezeshkian
consistait simplement à citer un discours prononcé par le dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 23 septembre, dans lequel il affirmait que négocier avec les Américains à ce stade, après ce qui venait de se passer, équivaudrait à une déclaration de reddition nationale. J'ai donc demandé à Pezeshkian si cela reflétait sa propre opinion, en partie à cause du format de la réunion, car il y aurait 2 séries de questions, puis Pezeshkian répondrait de manière générale en résumant l'ensemble des questions. Je n'ai reçu de sa part qu'une réponse générale, qui n'était ni un oui ni un non, ce qui était regrettable. Et Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, était assis à côté de lui et est intervenu à un moment de la réunion pour rappeler qu'en 2018, Israël avait frappé l'installation de Natanz avec un engin explosif. Ils ont détruit environ 4000 centrifugeuses. L'objectif de l'attaque israélienne était de saboter les négociations avec les Américains. Mais l'équipe de négociation iranienne a poursuivi les discussions tout en augmentant l'enrichissement à près de 60%. C'était leur réponse. Ils laissaient entendre que ce serait également leur réponse à l'avenir et qu'ils étaient flexibles sur les niveaux d'enrichissement, mais seulement s'ils obtenaient un allègement des sanctions. C'était le message d'Araghchi. Max, en ce qui concerne l'Iran et la guerre avec l'Iran, penses-tu que les principaux objectifs des États-Unis et d'Israël sont les mêmes? Ou bien sont-ils différents dans leur manière de percevoir le conflit, la guerre avec l'Iran? Comment pouvons-nous même définir un objectif américain en Iran à ce stade, indépendamment d'Israël? L'objectif américain a été défini par Israël et façonné par Israël au fil de plusieurs décennies. Il n'y a donc pas d'objectif américain distinct. L'objectif américain devrait être de négocier la paix avec l'Iran pour parvenir à des accords commerciaux mutuellement bénéfiques, des accords d'import-export, afin que les États-Unis puissent avoir de l'essence moins chère. Je veux dire, c'est ce que devrait être l'objectif des États-Unis. Mais l'Iran soutient la résistance dans la région face au génocide de Gaza, un génocide que je considère comme continu depuis des décennies. C'est la seule raison pour laquelle cela se produit. Il n'est pas nécessaire de piller l'Iran pour obtenir des accords avantageux sur le pétrole. Et en fin de compte, suivre l'objectif israélien lors de la prochaine étape pourrait entraîner la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui dévasterait l'économie mondiale et aggraverait encore la situation du consommateur américain qui commence déjà à subir les effets des tarifs maximalistes et erratiques de Trump. Ainsi, l'objectif israélien est celui de Netanyahou, à savoir le changement de régime, et cela devient l'objectif américain. Le prétexte, c'est l'existence de stocks d'uranium enrichi à 60% quelque part en Iran. Nous devons donc mobiliser tous ces avions américains et envoyer de plus en plus de notre stock déjà limité de missiles THAAD pour défendre Israël alors qu'il se prépare à une nouvelle attaque. C'est comme le prétexte utilisé pour le Venezuela. Le département de la justice et la CIA ont créé un faux cartel, ont déclaré que Nicolás Maduro en était le chef et que les États-Unis devaient intervenir au Venezuela pour éliminer les cartels afin de sauver la vie des Américains qui sont empoisonnés. Et toute personne assez stupide pour croire cela soutiendra en réalité l'objectif réel de Marco Rubio et du complexe industriel Guzano du sud de Miami, en Floride du Sud, à savoir le changement de régime. La guerre contre la drogue, la guerre contre le terrorisme, ce ne sont que de faux prétextes pour l'intervention des États-Unis. Et dans les deux cas, les États-Unis suivent l'agenda d'une cinquième colonne malveillante qui cherche à exploiter la puissance militaire et économique américaine
pour mener à bien son propre programme sectaire. En ce qui concerne l'Iran, Israël a perdu l'effet de surprise dont il avait profité en utilisant les négociations pour attaquer l'Iran. Je crois que c'était le 10 juin, ou non, le 13 juin, lorsqu'il a tué de nombreux commandants des gardiens de la Révolution et des scientifiques nucléaires en congé. Ils ont perdu cet avantage à présent, et il n'y a plus de négociations pour endormir l'Iran dans un faux sentiment de sécurité. Ils ont également perdu une grande partie de leur capacité. Il semblerait qu'ils aient perdu une grande partie de leur capacité à attaquer de l'intérieur via des cellules du Mossad, notamment avec ces sortes de bases secrètes de drones à l'intérieur de l'Iran, qui ont effectivement causé beaucoup de dégâts. Il y a eu de nombreuses expulsions de migrants afghans qui étaient considérés comme une base potentielle pour le recrutement du Mossad en Iran. Ils ont perdu cela. Mais la chose la plus importante qu'ils ont perdue, et Pazeshkian l'a évoqué, c'est la menace d'un changement de régime venant de l'intérieur, de la part du peuple iranien. Je pense que l'un des éléments, c'était le meurtre de civils et les attentats à la voiture piégée à Tajrish, dans le nord de Téhéran, où une partie importante de la population s'oppose à la République islamique. La classe moyenne et supérieure commence alors à être prise pour cible, et elle se rallie autour du drapeau et soutient l'armée. Mais il y a eu un événement pendant le dernier conflit de 12 jours qui, à mon avis, résume vraiment l'échec israélien. L'attaque contre la prison d'Evan, qui est réputée détenir des prisonniers politiques et des dissidents. Les Israéliens, dans cet état d'esprit néoconservateur délirant et fiévreux, pensaient qu'en lançant une frappe de missile sur la porte de la prison d'Evan, ils enverraient un signal à tous les Iraniens qui détestent la République islamique pour qu'ils descendent dans la rue et qu'Israël les libérerait. Ce qu'ils ont fini par faire, c'est tuer un certain nombre de prisonniers. Ils ont tué des travailleurs sociaux et ils ont tué des membres de famille qui rendaient visite aux prisonniers. Le public iranien a réagi avec un dégoût total, y compris des dissidents exilés soutenus par l'Occident, comme Narges Mohammadi, qui a condamné cet acte. Comment s'appelle cette femme, la femme avec les cheveux, qui l'a condamné, dont le nom m'échappe en ce moment, qui est en fait essentiellement un agent de la CIA. Donc, les Israéliens ont complètement échoué à créer le chaos dans les rues. Donc cette fois-ci, je pense que la prochaine manche sera très différente, et l'idée d'un changement de régime est écartée. Ce sera une phase de conflit beaucoup plus violente. Et je pense que l'objectif israélien ici, pour revenir au début de mes propos sur cette question, est d'entraîner les États-Unis encore plus profondément. Peut-être de pousser les États-Unis à déployer davantage de leurs moyens navals, à engager les États-Unis dans des combats beaucoup plus rapprochés avec l'Iran et finalement à mettre des troupes au sol. Chaque mort américaine contre l'Iran sera une mort de soldats américains pour Israël. C'est un fait. Matt, Donald Trump parle de son plan de paix pour la situation à Gaza. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne mentionne pas le droit des Palestiniens, des Gazaouis, à décider de leur avenir. Que veulent-ils être? Quel est l'avenir qu'ils imaginent? Et quand on regarde ces 20-21 points qu'il évoque dans ce plan, selon vous, quels sont les points les plus importants de cet accord de paix? Et est-ce que cela sera possible avec ce qui se passe actuellement à Gaza? Parce que Netanyahou est sorti en disant qu'il s'en fiche, qu'il ne se retirera pas de Gaza. Alors, au final, quel est l'intérêt de ce plan de paix selon vous? Tout cela a été orchestré par les Israéliens, ce plan de paix en 21 points. Et c'est une ruse pour présenter le Hamas comme des rejetants, alors qu'ils ont accepté pratiquement toutes les propositions, pour que les États-Unis leur retirent ensuite le tapis sous les pieds en disant « Oh, nous avions une proposition ».
Ensuite, ils reviennent en disant « Eh bien, en fait, le Hamas l'a rejeté, parce que Netanyahou modifie la proposition et ensuite, les États-Unis acceptent les changements de Netanyahou. » C'était donc une manœuvre de propagande plus sophistiquée. Présenter un ensemble détaillé et cohérent. Ils ont mis longtemps à le mettre au point. Ils avaient besoin de démolir une grande partie de Gaza pour créer l'impression qu'un lendemain approchait et était imminent. Et ils avaient besoin de rallier Tony Blair, un peu comme L. Paul Bremer, en référence au chef de l'autorité provisoire de la coalition, qui a été un désastre total et absolu pour le peuple irakien pendant l'occupation américaine de l'Irak. Reconditionné pour Gaza avec diverses solutions technologiques qui profiteront à Tony Blair et à son Tony Blair Institute, lequel a reçu quelque chose comme 300 millions de dollars de Larry Ellison, le milliardaire ultrasioniste à la tête d'Oracle, le sous-traitant de données de la CIA et d'Israël. Tout cela, ce sont, vous savez, des incitations. Tony Blair ne voit ici que l'appât du gain. Donc, vous avez Tony Blair à la tête de l'Autorité internationale de transition pour Gaza. Je viens de consulter leurs documents sur la structure institutionnelle et c'est risible. Il y a une section sur les droits de propriété pour les personnes à Gaza, qui sont reconnus dans les documents comme étant encouragés à migrer volontairement, mais il est indiqué qu'il y aura un comité pour s'assurer que leurs droits de propriété sont respectés. Oui, bien sûr. Ensuite, dans le plan en 21 points, tout l'accent est mis sur la déradicalisation du Hamas. Personne ne va être déradicalisé quand on a détruit leur maison, ruiné leur vie et qu'on continue de tuer leurs proches. Mais c'est la déradicalisation sous occupation. Cela a toujours été une illusion. C'est comme lorsque Hillary Clinton parlait d'éliminer la haine des manuels scolaires de l'autorité palestinienne, mais sans mettre fin à l'occupation. Les dirigeants et membres du Hamas se verraient soi-disant accorder un passage sécurisé s'ils déposaient les armes. Et ensuite, l'utopie s'ensuivrait. C'est une véritable farce. Il s'agit d'un plan de pacification destiné à poursuivre le génocide, avec le soutien d'au moins certaines personnalités connues de la communauté internationale. Et cela ne mettra pas fin à la violence contre Gaza, car comme nous l'avons vu en Syrie, lorsque la Syrie a accepté d'être pacifiée sous la direction imposée de l'ancien chef d'Al-Qaïda, Ahmed al-Shara, Israël a continué d'attaquer, jour après jour, semaine après semaine, détruisant les restes de l'armée arabe syrienne, détruisant les bases potentielles que la Turquie mettait en place pour former la nouvelle armée syrienne. Les attaques continuent. Je crois qu'hier à Quneitra, l'armée israélienne a même arboré des drapeaux israéliens sur le Golan occupé. Et tout cela s'est produit alors qu'Ahmed al-Shara revenait de New York, où il a rencontré l'un des principaux intermédiaires milliardaires de Netanyahou, Ronald Lauder, qui a fait don de millions et de millions de dollars, non seulement au lobby pro-israélien, mais aussi pour soutenir l'activité de colonisation israélienne. Quoi qu'il fasse, la Syrie continue d'être occupée, continue d'être attaquée. Donc si la résistance à Gaza abandonne, elle recevra le même traitement. Regardez ce qui se passe dans le sud du Liban. Il y a un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Et que fait Israël? Il combat. Il mène sa stratégie de guerre entre les guerres, ou de tonte de la pelouse, où il continue de tuer des membres du Hezbollah, continue d'attaquer les habitations de la population du sud du Liban et exerce une pression sur le gouvernement fantoche de Nawaf Salam pour désarmer le Hezbollah, avec l'aide des États-Unis. Il implies une paix. C'est un plan de pacification et il conduira à l'extermination supplémentaire d'un grand nombre de personnes à Gaza. C'est pourquoi le Hamas a réaffirmé sa ligne rouge en refusant de déposer les armes, tout comme le Hezbollah a réaffirmé cette même ligne rouge. Et je pense qu'après l'anniversaire de la tentative d'assassinat contre Hassan Nasrallah, il est de plus en plus clair
quel rôle a joué le Hezbollah? Empêcher les troupes israéliennes et les occupants israéliens d'entrer au Liban et protéger le peuple libanais contre eux. Et s'ils se désarment, vous verrez Israël avancer jusqu'au fleuve Litanie et commencer à adopter un rôle de plus agressif sur le territoire libanais. Retenez bien ce que je dis. Max, il existe une certaine différence entre les États-Unis et Israël en ce qui concerne la Syrie. Al-Shara s'entretenait avec le général Petraeus. Il a dit que votre succès est notre succès. D'où vient cette position? Regardez Israël. Il n'est pas très à l'aise avec la situation en Syrie et le rôle de la Turquie. Et on voit les États-Unis essayer d'apaiser la situation, de rapprocher les parties. Après tout, qui est Al-Shara pour le général Petraeus, pour qu'il considère son succès comme celui du général Petraeus? Cela soulève de nombreuses questions sur qui était Al-Shara, alias Mohamed Jolani, lorsqu'il est sorti du camp Bouka. Et cela envoie un message insultant aux familles des vétérans américains à qui l'on avait dit qu'ils combattaient le terrorisme lors du surge en Irak, que le général Petraeus supervisait en tant que chef du CENTCOM alors qu'il était salué comme un maître de la contre-insurrection. Eh bien, il combattait ce groupe insurgé dont Mohamed Jolani était un membre montant, Al-Qaïda en Mésopotamie. Et voilà qu'ensuite on le retrouve sur scène avec la figure d'AQMI qui deviendra plus tard le fondateur de Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda en Syrie. Si j'étais la mère d'un vétéran mort en Irak, je serais vraiment écœuré et en colère contre Petraeus. Et je comprendrais que je devrais affronter la réalité, que mon fils n'avait été qu'un pion dans cette grande conquête géopolitique du Moyen-Orient, le grand jeu. Et c'est le rôle que Shara joue pour Petraeus. Petraeus a été très proche des différents acteurs du renseignement américain qui gèrent la sale guerre en Syrie. Je le voyais entrer dans des réunions. Une fois, j'ai assisté à une réunion des casques blancs syriens, qui était une carte majeure du soft power pour les États-Unis, la Turquie et le Qatar dans la sale guerre syrienne. Et ils sont venus à Washington, au Conseil de l'Atlantique, qui est le groupe de réflexion officieux de l'OTAN. Petraeus était assis juste là, au premier rang. Ensuite, il est allé à une réunion avec Raed al-Saleh, le chef apparent des casques blancs, pour une rencontre privée, car il voulait gérer la guerre sale. Après cette réunion, les casques blancs ont fait plusieurs fausses déclarations sur des attaques chimiques, ce qui a déclenché une intervention occidentale. Donc Petraeus veut continuer à jouer un rôle en Syrie. Et quand il dit, quelle était la citation? Votre victoire est notre victoire. Votre succès est notre succès. Notre succès. Quand Petraeus dit notre succès, cela inclut les Israéliens. Je veux dire, il s'agit essentiellement de garantir la profondeur stratégique d'Israël en Syrie, ce qui signifie, en fait, abandonner le Golan. Et d'après ce que je comprends d'Al-Shara, en parlant à des Syriens qui sont allés en Syrie depuis qu'il a pris le pouvoir, qui connaissent sa façon de penser, et d'après ma propre compréhension de sa pensée, il est prêt à échanger différentes parties de la Syrie, peut-être pas la côte de Latakia, en contrepartie. Je veux dire, il est prêt à se soumettre en quelque sorte à Israël, mais son véritable objectif est de transformer les zones qu'il contrôle, les 4 principaux centres de population, en une sorte de Kandahar et d'importer ce type d'islam takfiri en Syrie que rejette une grande partie de la population syrienne. C'est sa vision. C'est ce en quoi il croit vraiment. Et c'est un stratège habile qui prend toutes les bonnes décisions pour y parvenir. Et cela commence par se vendre aux Israéliens. D'ailleurs, Israël ne se soucie pas si Alep devient Kandahar. Au contraire, il préfère cela. Souvenez-vous de ce qu'a dit Moshe Alon, l'ancien ministre israélien de la Défense, pendant la sale guerre en Syrie.
Il a dit « Je préfère l'État islamique sur le plateau du Golan, côté syrien, plutôt que l'armée arabe syrienne et les gardiens de la révolution, parce qu'eux sont une force de combat compétente et engagée pour la Palestine. L'État islamique, qu'est-ce que c'est? C'est une blague. » Matt, en regardant l'administration Trump, Donald Trump a été élu en affirmant qu'il était un négociateur. Il veut négocier avec l'Iran, avec la Russie. Ce qui arrive au dollar est dû à ces guerres continues et sans fin, avec l'Iran, la Russie, avec la région. Mais si l'on regarde la façon dont il parle aujourd'hui, il parle d'envoyer des missiles Tomahawk en Ukraine. Il parle d'une nouvelle guerre avec l'Iran. Qui décide dans cette administration? Qui est le principal, le cerveau de l'administration? Y a-t-il quelqu'un là-bas qu'on pourrait qualifier de cerveau? Ou est-ce simplement une énorme, vous savez, une sorte de division au sein de l'administration, 2 forces, 3 forces, des factions qui s'affrontent à l'intérieur même de l'administration? Oui, je dirais qu'il existe différentes factions, mais celle qui l'emporte représente la faction néoconservatrice qui a lancé cette conquête post-11 septembre sous George W. Bush. Je ne cesse de dire que le second mandat de Trump ressemble au 3e avènement du premier mandat de George W. Bush. Lindsey Graham est le grand gagnant sur la question de l'Ukraine après l'Alaska. Trump a complètement changé de position et accepté de nouveaux accords sur les armes, gelant les négociations. Quant au général Keith Kellogg, Donald Trump, en ce qui concerne l'hémisphère occidental, a cédé son agenda à Marco Rubio, qui est discrètement devenu la figure la plus importante ou influente au sein de la bureaucratie de la sécurité nationale, avec Stephen Miller, une sorte de fanatique nativiste qui soutient le plan de Rubio visant à commencer à mener une guerre à l'intérieur du Venezuela. Rubio contrôle en réalité plus de postes de sécurité nationale au niveau ministériel que quiconque aux États-Unis depuis Henry Kissinger. Il n'est certes pas aussi habile que Henry Kissinger, mais il parvient à imposer sa volonté. Ainsi, ces 3 ou 4 factions ont toutes des agendas différents. La faction qui, selon moi, est en train de perdre du terrain en ce moment est celle d'Elbridge Colby, qui fait partie du cercle rapproché de conseillers en sécurité nationale de Trump. C'est un fanatique anti-Chine qui considère que l'objectif ultime de l'Empire américain est de neutraliser ou d'affaiblir la menace chinoise, car la Chine dépasse les États-Unis en tant que puissance économique mondiale, non pas par la force militaire, mais par le commerce, les infrastructures, l'initiative, la ceinture et la route, et l'expansion des BRICS. Ainsi, Elbridge Colby serait terrifié à l'idée d'un nouveau conflit avec l'Iran, car cela épuiserait encore davantage les stocks américains de missiles THAAD qu'il souhaiterait conserver. Et je pense que J.D. Vance, qui est une figure de la faction Colby, ou que l'on pourrait appeler la faction Vance, aimerait fournir ces missiles THAAD à Taïwan ou au Japon et aux Philippines, qui viennent de signer un pacte de défense anti-Chine. Ils veulent militariser la ceinture du Pacifique et contenir la Chine. Et ils ne peuvent pas le faire parce que Israël, nous continuons à gaspiller, ou plutôt, les États-Unis continuent à gaspiller des missiles THAAD pour cette petite colonie d'apartheid folle qui ne peut pas s'empêcher d'attaquer l'Iran. Et en même temps, l'Ukraine a dû redéployer des batteries Patriot, même pour défendre Israël. La faction qui veut affronter la Chine souhaiterait finalement un accord en Ukraine et a poussé pour un accord en Ukraine qui gèle les lignes autour de Kherson et Zaporizhia. Et les lignes ne sont plus figées. La Russie continue d'avancer. L'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire, peu importe les moyens techniques dont elle dispose pour mener ses attaques sophistiquées par drone ou utiliser des armes américaines plus avancées, y compris les Tomahawks, pour frapper à l'intérieur des régions frontalières russes.
Ils n'ont tout simplement pas la main-d'œuvre, ce qui signifie que tant que ces lignes ne sont pas figées, les États-Unis continueront à envoyer de plus en plus d'armes à mesure que la Russie avance vers Odessa. Ainsi, les véritables impérialistes, les véritables planificateurs impérialistes à long terme au sein de l'administration Trump sont en train de perdre sur le long terme, alors que l'administration Trump se positionne pour des conflits qui apaisent les factions ayant une vision beaucoup plus myope. Et je veux dire, il y a trois visions, comme je l'ai dit auparavant. D'abord, Rubio, qui s'adresse au complexe industriel Gusano du sud de la Floride, ce qui est un élément clé de la stratégie électorale de Trump, gagner la Floride à tout prix. Mais aussi, Rubio partage ce zèle idéologique visant à détruire le Venezuela. Et il pense qu'une fois le Venezuela détruit, ils pourront renverser le gouvernement à Cuba, qui dépend des exportations et de l'aide vénézuélienne. Ensuite, ce sera le tour du Nicaragua. Et alors, la région sera complètement libre pour que les États-Unis puissent l'exploiter. Et puis, il y a la faction néoconservatrice sioniste. Lindsey Graham fait en quelque sorte office de porte-parole pour eux. Ils veulent détruire l'Iran pour des raisons idéologiques. Et puis, il y a cette troisième faction, qui correspond plutôt à la direction militaire traditionnelle. Leur priorité, c'est le pantouflage. Ils gagnent énormément d'argent grâce au budget de la défense, qui s'élève à 1000 milliards de dollars et qui va principalement aux sous-traitants. Seulement environ 6% sert réellement à l'entretien des troupes américaines sur le terrain. Leur seul objectif, c'est le profit et la guerre permanente. Et lorsqu'ils quitteront l'administration Trump, ils vont engranger ces profits. Et puis, je devrais mentionner qu'il y a en quelque sorte un quatrième facteur. Je ne sais pas si c'est une faction, mais un quatrième facteur. Si vous avez prêté attention au discours de Donald Trump à Quantico, qui est minimisé, même par ceux qui détestent le plus Donald Trump à Washington, les libéraux et ainsi de suite, ils disent « Oh, il s'est moqué ». En gros, pour ceux qui ne le savent pas, Pete Hegseth, qui est l'un des secrétaires à la défense, les moins qualifiés, simplement à cause de son grade et de son manque d'expérience, est là essentiellement parce que c'est un communicateur efficace, ancien animateur de Fox News. Il a réuni 200 généraux américains et officiers de haut rang à Quantico. Beaucoup d'entre eux ont dû traverser, certains ont dû traverser 10 fuseaux horaires. Et puis il a prononcé ce discours, les éreintants, parce qu'ils étaient gros et homosexuels. Enfin, c'est essentiellement ce qu'il a dit. Il a dit, on ne va plus avoir de mecs en jupe. Et beaucoup d'entre vous sont trop gros. Ce n'est pas ce que nous sommes. Et cela a été en quelque sorte traité comme une blague par les médias et même par les libéraux. Mais en réalité, cela prépare le terrain pour une purge politisée de l'armée, où les loyalistes de Trump seront promus à de nouveaux postes et ceux perçus comme démocrates seront évincés. Ensuite, Donald Trump monte sur scène. Il essaie de faire rire le public militaire avec ses blagues. Certaines de ses remarques relèvent de l'humour typique de Trump, comme du stand-up, comme s'il faisait l'ouverture dans une boîte de nuit du New Jersey ou quelque chose du genre. Il parle de la façon dont Obama descend les marches d'Air Force One en se dandinant. Il pensait que s'il y avait des rires, cela montrerait une forme de soutien de la part des généraux, un soutien spontané. Mais personne n'a ri. Donc il a un peu échoué à ce niveau-là. Mais si l'on analyse ce que Trump disait, y compris son soutien et son approbation de l'agenda de Rubio contre le Venezuela, il a appelé à utiliser des villes américaines comme terrain d'entraînement pour l'armée américaine, afin, en substance, de faire la guerre et de pacifier certaines parties de la population américaine qu'il a qualifiées d'animaux. En l'occurrence, essentiellement les minorités urbaines et les pauvres.
Ils envoient des troupes à Memphis cette semaine. Et il y a aussi des plans pour un déploiement à Chicago. Mais il parle des villes américaines comme de terrains d'entraînement pour des conflits étrangers. Nous n'avons jamais entendu ce genre de discours auparavant. Et pendant que Trump fait cela, c'est quelque chose que Stephen Miller, son principal conseiller, souhaite et qu'une grande partie de sa base souhaite également. Cela détourne l'élan d'envoyer réellement des troupes américaines dans un théâtre de conflit dans la zone du Pacifique ou en Iran. Donc, il y a tous ces agendas et factions concurrents. Et la faction qui va perdre ici, ce sont les planificateurs impériaux à long terme, que je considère finalement comme plus dangereux, et ils perdent face aux idéologues et aux profiteurs cupides au sein de l'armée. Merci beaucoup, Max, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup, Nima. C'est toujours un plaisir de te parler. Un grand plaisir, Max.